C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, la neige, toujours aussi rare. Elle fait l'objet de toutes les attentions dans les stations de ski qui en manquent. Exemple, à la Fécla, en Savoie. La semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer de l'utérus. L'Isère fait figure de département modèle dans ce domaine. Exemple, à l'hôpital de Voiron. Et puis vous ferez la connaissance de tricoteuses au grand cœur. Elles donnent leur temps et leurs ouvrages à ceux qui en ont besoin dans une ambiance exquise, vous verrez. Deux grands titres au sommaire de l'édition nationale à 19h30. L'Iran à nouveau fréquentable. Hassan Rouhani reçu en grande pompe aujourd'hui par François Hollande, le Premier ministre et des dizaines de chefs d'entreprise. À la clé des contrats pour Airbus, PSA ou la SNCF. Une visite dénoncée par les associations des droits de l'homme. Et puis le mal logement touche aujourd'hui en France près de 4 millions de personnes. Manque d'eau, d'électricité, insalubrité. La Fondation Abbé Pierre dénonce une nouvelle fois le manque de logements sociaux et de structures pérennes. 28 janvier 2016, il a rarement fait aussi doux dans les Alpes à cette période de l'année. Des températures qui posent sérieusement le problème de la conservation de la neige, qui n'a jamais autant porté si bien le surnom d'or blanc. Rare et cher. Exemple, à la Fécla en Savoie, Cédric Le Poitvin, Frédéric Pasquette. 11 degrés, un 28 janvier. La station de la Fécla a pris des allures printanières en cette période hivernale. Entre 20 et 30 cm de neige résistent aux rayons d'un soleil pourtant bien présent chaque jour. Des conditions qui restent plutôt bonnes pour ces pratiquants de ski nordique. Ouais, en ski de fond, c'est convenable. Ça suffit. Ça suffit pour nous faire plaisir. Ça fond quand même un petit peu. Donc, en espérant que ça retombe pour les prochains. Et les prochains vacanciers attendront forcément le même enneigement pour février. Ici, 138 km de pistes sont maintenus ouverts sur un domaine nordique qui en compte 150, grâce aux chutes de neige du début du mois et à la neige de culture. Mais le redout est là et aucun nouveau flocon ne se profile. Alors pour février, neige ou pas neige ? Ça va tenir, c'est sûr. On est quand même en montagne, donc les nuits sont encore fraîches, heureusement. Maintenant, on n'a pas non plus une garantie neige jusqu'à la fin des vacances, qui se termine le 6 mars. Il faudrait que ça reneige durant les vacances, mais on est prêt à accueillir les premières semaines de vacances. Sur le domaine de ski alpin, les pistes sont plus clairsemées. Là, ça commence à être limite un peu, surtout sur les entrées de pistes. Les responsables du site, eux, s'attendaient à pire. On a à peu près 75% des pistes ouvertes et on est relativement content par rapport à ce qu'on craignait. Ouais. On est surpris de la tenue du peu qu'on avait. Par prévention, des opérations de réenneigement vont être menées tout le week-end avec la collaboration des clubs qui se muniront de pelles pour reboucher la piste ici et là, avec la fermeture de 2 pistes sacrifiées aussi, afin de récupérer la neige et de l'épandre sur les pistes principales du domaine, de quoi préserver un manteau neigeux suffisant, juste une semaine de plus. En Isère, la ville de Mélan est sujette à des incendies à répétition depuis quelque temps. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, c'est un gymnase et une bibliothèque qui ont pris feu. Ce n'est pas la première fois que des bâtiments municipaux sont pris pour cible. Marion Feutry, Maxime Kemener. Le toit soufflé et le matériel sportif réduit en cendres. Dans le gymnase des Buclos, les dégâts sont importants après l'incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Le feu est parti de ce local de stockage du club de handball. C'est un local qui présentait beaucoup de matériel sportif avec des maillots, des ballons, l'équipement du club, donc potentiellement du combustible. Et effectivement, a priori, ça serait parti là et ça se serait propagé dans la coursive. Voilà. La même nuit, la bibliothèque des Aiguinards a elle aussi pris feu. Elle est désormais fermée pour 3 mois. 2 incendies concomitants pour lesquels la piste criminelle ne fait pas de doute. Depuis plusieurs mois, la commune est le théâtre d'incendies à répétition, comme en juillet dernier dans les locaux de la police municipale, ou en décembre dans le quartier des Buclos. C'est dans la continuité de l'attitude de quelques voyous qui ne supportent pas que nous soyons déterminés à faire appliquer la loi, la tranquillité et à les empêcher de commettre leur vol, leur petit trafic et ainsi de suite.
Un contexte tendu depuis que la municipalité a renforcé la lutte contre la petite délinquance. Déploiement de la vidéosurveillance, armement des policiers municipaux, une politique sécuritaire qui n'est pas du goût de l'opposition. On pense que des caméras vont seulement filmer des méfaits, mais ne vont pas les empêcher. On aurait préféré une ouverture au dialogue avec des médiateurs, comme il y en a eu par le passé. Les attentats, les délits ont commencé cette année, 15 jours après la fin des médiateurs. C'est peut-être pas un hasard. Une enquête est ouverte pour identifier les incendiaires. Le gymnase pourrait rester fermé entre 6 mois et 1 an et demi. En attendant, les clubs sportifs recherchent des solutions de repli et comptent sur la solidarité des communes voisines. Le 71e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau donne lieu en ce moment même à une cérémonie religieuse à la synagogue Rachi de Grenoble. À cette occasion, Serge Franck a témoigné. Cet enfant, caché à l'époque, a assisté à l'arrestation de sa famille qui a été déportée dans ce camp de la mort. Écoutez son témoignage au micro de Xavier Schmitt. Alors, le 1er avril 1944, j'ai vu partir ma grand-mère maternelle, ma mère et mon petit frère de 14 mois. Voilà. Vous avez été arrêté aussi, votre père ? Mon père, il s'est constitué prisonnier pour rejoindre sa femme, la grand-mère et un petit. Ils sont tous partis depuis donc Drancy pour arriver à Auschwitz. Et on comprend l'émotion de ce monsieur. C'est la 10e semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'Isère pilote un programme de dépistage très pointu depuis 2009, avec des conférences et des journées portes ouvertes ou encore des stands d'information et de rencontres avec des professionnels de la santé. Exemple, au centre hospitalier de Voiron, où se sont rendus Florine Heba et Didier Albrand. C'est un cancer qui n'est pas très fréquent, mais qui est assez sévère. Donc on est là pour informer le public du centre hospitalier. Vaccination, dépistage, la campagne bat son plein depuis le début de la semaine aux 4 coins du département. Le modèle isérois fait foi en la matière. Ici, l'ODLC, l'Office de lutte contre le cancer, vient d'envoyer 20 000 courriers aux femmes de 25 à 65 ans en manque de suivi. Objectif, les convaincre. 40% des familles iséroises ne sont pas dépistées, c'est-à-dire n'ont pas réalisé ce frottis depuis plus de 3 ans, malgré un rappel tous les 3 ans par courrier de la part de l'ODLC de la nécessité de réaliser ce frottis de dépistage. Donc les femmes ne sont pas très au courant de l'importance de ce dépistage. Le programme est expérimental, mais il a prouvé son utilité. Il sera étendu à toute la France d'ici 2018, car pour être efficace, le dépistage doit être régulier. Le discours, moi je serais partie telle qu'il y a où je suis suivie, puis en fait, dans la réalité des faits, quand on commence à chercher la date, on se dit non, finalement je suis peut-être pas bien à jour. Le dépistage limite les risques chez les femmes, mais un vaccin existe pour les jeunes filles. Malgré la polémique sur de possibles effets secondaires, il reste un moyen complémentaire de se protéger. L'âge a été avancé depuis quelques années, c'est à 11 ans, qu'à 11 ans l'administration du vaccin le rend plus efficace, puisque c'est fait en même temps que d'autres, on est plus jeune, les cellules se développent différemment. Et on espère que ça évolue dans le bon sens, puisque ça protège quand même à 70%. Le virus responsable du cancer du col de l'utérus est une infection sexuellement transmissible, d'où l'importance de s'en prémunir ou de le déceler. Merci. Bonne journée. Au revoir. On a appris aujourd'hui la mort de Cédric Delova, porté disparu depuis le mois de décembre dernier. Ce motard de 42 ans était parti de la Tour du Pin en Isère pour un périple de plusieurs mois en Amérique du Sud. Il a été retrouvé mort sur une route de la Capilla au Pérou, vraisemblablement victime d'un malaise cardiaque. Une enquête est en cours. La première séance du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes s'est tenue aujourd'hui à Lyon, dans le Rhône, avec une prise en main ferme du président Laurent Wauquiez qui a affirmé vouloir mettre la collectivité à la diète en faisant voter une batterie de mesures pour économiser près de 28 millions d'euros, avec des mesures symboliques comme la baisse de 10% de l'indemnité des élus et des coupes sombres dans les frais de fonctionnement de sa propre administration. On l'écoute. J'ai découvert avec, je dirais, beaucoup d'étonnement, qu'il y avait ici beaucoup de directeurs généraux adjoints,
des directeurs généraux adjoints qui pouvaient avoir parfois des appartements de fonction, qui avaient des véhicules de fonction qui leur étaient attribués. Tout ça n'est pas respectueux. Ça aboutit à un gaspillage de l'argent public. Ce n'est pas ça ce que doit être la gestion de notre région. Donc cet argent, on va l'économiser. Et cette économie, on le remettra au service des habitants de notre région. Les chiffres de la rentrée scolaire 2016 sont tombés aujourd'hui et pour les commenter, nous recevons Claudine Schmitt-Lenné. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, vous êtes recteur de l'Académie de Grenoble qui, je le rappelle, comprend 5 départements, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie qui nous concernent directement. 6 639 postes créés à l'échelon national pour cette rentrée 2016. Combien de postes pour l'Académie de Grenoble ? Alors 300. 150 pour le premier degré et 150 pour le second degré. Et puis aussi 20 postes redéployés que nous mettons justement au profit d'une meilleure qualité pédagogique. Des effectifs donc d'enseignants en hausse. Et on va rentrer un peu dans le détail pour ce qui est des enfants. Globalement, on est quoi à l'équilibre? Un peu plus, un peu moins d'enfants pour la rentrée 2016? Alors on a une démographie, de toute façon c'est ce qui caractérise l'Académie et cette région a une démographie qui est plutôt bonne et donc qui augmente. Une répartition d'ailleurs de cette démographie qui est surtout sur le second degré, ça c'est d'ailleurs sur le national c'est le cas. Et vous voyez des postes qui sont équilibrés en nombre entre le premier degré et le second degré. Ceci justement pour mieux accompagner cette priorité au premier degré qui est vraiment la toile de fond de la loi de refondation, même si on parle beaucoup plus de réforme du collège cette année. Alors, vous l'avez dit rapidement, 150 postes pour le primaire, 150 postes, 170 sur le secondaire. Le nombre de postes et le nombre de classes, ça n'a pas forcément quelque chose à voir. Est-ce qu'il y aura plus de classes à la rentrée ou seulement plus de postes? Alors, sur les postes, oui, c'est intéressant comme question. C'est effectivement le fond de la loi de refondation, c'est-à-dire que pour en particulier l'école, on installe des dispositifs pour la scolarisation des tout-petits, donc pour les moins de 3 ans. Et spécialement en éducation prioritaire, on installe aussi plus de maîtres que de classes, des maîtres surnuméraires. Et là, c'est justement cette volonté de lutter contre le déterminisme social. Donc, ce n'est pas forcément plus de classes, bon, un petit peu bien sûr, puisqu'il y a un nombre, mais c'est surtout un renforcement pédagogique, et en particulier pour assurer évidemment un parcours pour ces jeunes. Voilà, pour les chiffres qu'on pourra revoir dans la presse dès demain un peu partout. Je voudrais qu'on dise un mot sur les nouveautés de la rentrée, notamment la nouvelle carte de réseau éducation prioritaire. Les parents sont très attachés à ce réseau. Certains ont peur d'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée? Il n'y a pas de nouvelle carte de l'éducation prioritaire cette année, pour la rentrée 2016, puisqu'elle a été installée. Ça a été le travail de l'an dernier. Ça a effectivement beaucoup fait parler. Là, on est plus sur une nouvelle carte, par exemple, pour les langues, pour la réforme du collège. Et donc, ces nouveautés sont là. Ce qu'il faut dire simplement, puisque vous voulez parler de l'éducation prioritaire, c'est que cette carte qui a été refaite, elle a été là pour s'adapter à l'évolution de la société et justement à renforcer là où on avait besoin et à mettre tous les dispositifs d'accompagnement. Ce que j'ai cité pour l'école, c'est-à-dire les plus de maîtres que de classe, la scolarisation des tout-petits, on est presque à 30% en éducation prioritaire de la scolarisation des 2 ans. Un dernier mot rapide sur les classes bilingues. Finalement, les profs ont eu raison de crier un peu. Tout. Je pense qu'en fait, c'est une communication qui a peut-être été mal comprise. Il y avait un besoin de revoir la carte des langues en entier, puisque dans la réforme du collège, on a déjà une 2e langue vivante pour tous en 5e. Et là, on est bien dans une adaptation aussi à la société actuelle. Mais on a eu aussi à regarder le travail qui a été fait sur les bilangues et surtout à installer des bilangues de continuité, c'est-à-dire dans lesquels on avait déjà, et on en a créé cette année, des bilangues dès l'école, puisque vous savez en particulier qu'avec le cycle 3, cette continuité est importante. Et on est parti sur une priorité à l'allemand et à l'italien, puisqu'on a une spécificité locale. Et merci à vous pour avoir commenté ces grandes lignes de la rentrée scolaire 2016 avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Voilà pour cette interview enregistrée cet après-midi. Je vous invite à vous rendre sur notre site alpes.france3.fr pour aller plus loin et prendre connaissance en détail de tous ces chiffres de la rentrée scolaire 2016 et les nouveautés prévues par l'Académie de Grenoble. Demain soir, Alain Quintric sera décoré de la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement. Fin 2014, ce chauffeur de bus a porté secours à un couple de jeunes personnes en situation de handicap intellectuel qui se faisaient agresser devant son bus au centre-ville de Chambéry. Portrait de ce héros discret, Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Comme tous les jours, Alain Quintric prend son service au dépôt du Stac. Ce chauffeur de bus transporte des passagers à travers l'agglomération chambérienne depuis 25 ans.
Breton d'origine, savoyard de cœur, Alain est pour ses collègues un homme plutôt discret. Alain, ça fait 10 ans que je connais, donc c'est un très bon collègue. Il arrive, il dit bonjour, puis voilà, quand on part avec lui en ville prendre les bus, non, ça va, c'est pas quelqu'un qui se la pète, quoi, voilà. Pourtant, désormais, Alain est un héros. Il y a un peu plus d'1 an, il est témoin de l'agression d'un couple de jeunes personnes en situation de handicap intellectuel par 2 individus. Il s'interpose et réussit à faire fuir les agresseurs. C'est très courageux parce qu'on ne sait pas les personnes comment elles sont, leur réflexion, enfin leur réaction. Il aurait pu aussi bien lui se faire taper dessus que voilà quoi. Si Alain fait l'admiration de ses collègues, il avoue être un peu gêné par l'ampleur que prend cette histoire qui pour lui n'a rien d'héroïque. Dès que j'ai vu ce petit jeune, la seule chose qui m'est passée par l'esprit, c'est de vouloir le protéger de ces 2 personnes qui le frappaient. Vous n'avez pas pensé au danger ? Non, franchement non. J'ai eu peur, c'est normal. Face à la violence, on ne s'y attend pas. On est dans une petite bulle assis dans son bus et vous voyez la violence qui arrive. Mais quand vous voyez quelqu'un de vulnérable qui se fait frapper, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le protéger en fait. Pour Alain Quintric, lutter contre la violence urbaine fait partie de son devoir de citoyen. Un héros très discret donc, qui sera honoré par ses pairs et la ville de Chambéry. Vendredi soir, il recevra la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement, une distinction rarement décernée aux civils. Le projet de transport urbain par câble de l'agglomération de Grenoble a reçu son premier avis favorable. Lors d'une concertation citoyenne, les habitants ont donné leur point de vue sur les avantages et les inconvénients de ce télécabine qui desservirait le nord-ouest de l'agglomération. Reportage Xavier Schmitt et Franck Serroni. Un premier avis positif selon les élus de la métropole de Grenoble. Le projet de transport urbain par câble a été soumis à une concertation dite citoyenne durant 6 semaines l'automne dernier. 800 contributions seulement ont été recueillies. Pas forcément représentatives de la population, mais en tout cas favorables. La métro a une responsabilité d'informer le plus en amont possible l'ensemble des métropolitains sur ce projet. Deuxièmement, faire en sorte que cette concertation soit la plus étayée possible, la mieux structurée possible, la mieux organisée possible, avec un vrai contenu. Et la troisième exigence que nous avons aussi à poursuivre, c'est de faire en sorte que les avis exprimés soient bien pris en compte. Une ligne de télécabine est prévue sur 3 km 700 au nord-ouest de Grenoble, avec 4 à 6 stations entre le Vercors et la Chartreuse. Un mode de transport pratique et non polluant, déjà adopté par de nombreuses villes dans le monde. Dans l'agglomération de Grenoble, le transport par câble accompagnerait le développement urbain. Nous avons souhaité, nous la métropole, être en anticipation de cela. Et parce que ça correspond aussi à des logiques d'opportunités financières, soutien de la région, soutien de l'Europe, que l'on ne verra plus passer sans doute si nous ne prenons pas, je dirais tout de suite, si nous n'entrons pas tout de suite dans la cabine, quoi. Le projet doit être réalisé vers 2021, mais il ne fait pas l'unanimité. Il est rejeté notamment par l'association grenobloise pour le développement des transports en commun. Gros plan maintenant sur une nouvelle étude réalisée grâce à la technologie du synchrotron de Grenoble. Des scientifiques britanniques ont mis au jour la façon dont la nature produit des couleurs inaltérables en étudiant le plumage du geai. Cet oiseau, comme beaucoup d'autres, possède des couleurs qui ne ternissent jamais. Reportage Céline Aubert et Christelle Nicolas. Seule la nature produit des couleurs inaltérables. Un mystère qui intrigue les scientifiques. Comment les plumes des oiseaux ou les ailes des papillons conservent leur beauté, ne ternissent et ne fanent jamais. C'est le sujet d'une expérience conduite au cœur du synchrotron à partir du plumage du geai. C'est ici qu'on place l'échantillon, qui peut être une plume ou un capillaire ou toutes sortes d'échantillons. Le faisceau de rayons X arrive ici. Il est généré par le synchrotron de ce côté-ci et il va dans cette direction vers les détecteurs. Grâce aux rayons X, les scientifiques sont entrés dans la nanostructure de la plume du geai. Dans un poil, puis dans une très petite partie jusqu'à la matière spongieuse composée d'orifices. C'est la taille de ces cavités et leur distance qui décident de la couleur. Noir, bleu et blanc comme un cheveu humain avec plusieurs teintes. Le fait que la couleur ne soit pas issue d'un pigment, mais soit issue d'une structure, c'est connu depuis plusieurs décennies. Ce qui reste
une question ouverte, mais qui est en partie résolue par cette expérience, c'est comment la matière s'organise vraiment pour former cette structure. Combiner optique et rayon X, c'est la particularité de cette ligne de lumière. Une machine capable d'analyser un échantillon à une échelle entre 100 et 1000 nanomètres. Une partie seulement du synchrotron, un anneau géant où circulent les électrons à une vitesse proche de celle de la lumière. Les rayons X arrivent de ce côté à l'échantillon et ensuite sont détectés là, dans les détecteurs qui sont situés dans le chariot. Plus on veut regarder des distances importantes dans l'échantillon, plus il faut pousser le détecteur loin et au maximum on peut le pousser à 30 mètres de l'échantillon. Percer le mystère de la couleur, un vieux rêve de scientifique. Cette expérience a été réalisée par des Britanniques, des professeurs de l'université de Sheffield. Leur objectif, pouvoir reproduire des couleurs inaltérables avec une empreinte carbone plus faible. La nature produit des couleurs de façon différente alors que nous ne produisons des couleurs que chimiquement avec des pigments et c'est très cher. Nous voulons créer un système qui dépense moins d'énergie et aussi juste savoir, comprendre par amour de la connaissance. Et tout scientifique veut faire du monde un monde meilleur. D'autres aventures attendent le synchrotron. De nombreuses études sont réalisées dans les 43 lignes de lumière du site, dans des domaines aussi divers que la médecine ou la paléontologie. Mais pour l'heure, l'impressionnante machine est en maintenance, un grand sommeil qui s'achèvera fin janvier. Le cinéma en Auvergne-Rhône-Alpes sera à l'honneur pour les Césars 2016. 13 nominations au total pour 3 films présentés. À lui seul, La tête haute d'Emmanuelle Berco est citée 8 fois en lice, notamment pour le meilleur film, la meilleure actrice avec Catherine Deneuve et la meilleure réalisatrice, donc Emmanuelle Berco. Ce film, vous le savez, a été tourné dans le Vercors et à mes yeux, dans le Rhône. On lui souhaite bonne chance. De la tête haute au sommet du rire, nous partons à Arèche-Beaufort où se déroule en ce moment et jusqu'à samedi le festival de l'humour, les sommets du rire. Et vous en êtes l'organisateur, Frédéric Blanc-Mappa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas encore les vacances de février. À qui s'adresse ce festival? Aux touristes étrangers éventuels qui sont en vacances ou aux gens du coin? Il s'adresse aux gens du coin, il s'adresse également aux touristes qui sont présents dans la station actuellement. C'est des Français qui sont en vacances actuellement, oui. Alors l'originalité de votre festival, c'est la découverte de jeunes talents qui sont aussi confrontés ou mis sur scène avec des artistes accomplis avec qui ils partagent la scène. C'est ça la particularité de votre festival. Tout à fait, on a 8 jeunes talents qui se produisent, qui vont se produire ce soir avec une soirée qui leur est réservée. Et ensuite, sur les 2 autres soirées, ils seront en première partie de têtes d'affiche un peu plus connues. Alors, donnez-nous des noms. Vous nous mettez l'eau à la bouche, là. Des têtes d'affiche un peu plus connues. Des noms. Alors là, demain soir, en tête d'affiche, on a Élodie Pou. C'est la personne qui a gagné le prix du jury l'année dernière et qui a gagné une trentaine de festivals en France cette année et qui a son spectacle qui tourne sur Paris actuellement. Et samedi soir, on aura Yann Stotz et Cécile Giroux, un duo détonnant de cabaret qui va faire passer une très bonne soirée. Vous faites également de la place aux artistes de la région. On essaye d'avoir, quand c'est possible, des artistes de la région, des artistes qui viennent de la région Rhône-Alpes. Alors cette année, on n'a pas eu la possibilité d'en recruter, mais chaque année, on essaye d'en avoir un ou deux, oui. Et depuis 13 ans, quels sont les artistes qui se sont révélés au travers de votre festival ? On a pas mal d'artistes qui font des belles carrières au niveau de la radio maintenant, des noms comme Guillaume Meurice, Marc-Antoine Lebray ou Pierre-Emmanuel Barré qu'on trouve sur les radios ou sur certaines chaînes de télévision. Voilà, merci à vous. Les sommets du rire, c'est jusqu'à samedi à Arèche-Beaufort. Rencontre maintenant avec des tricoteuses hors du commun. En Haute-Savoie, une trentaine de femmes se réunissent régulièrement pour fabriquer des vêtements à destination des plus défavorisés. Et elles le font, vous allez le voir, dans une bonne humeur exceptionnelle, comme en témoigne ce reportage d'Ariane Compsalary et Jean-Jacques Picard. Elles se retrouvent 1 à 2 fois par mois dans une cafétéria du centre-ville d'Annecy. J'ai toujours tricoté, depuis l'âge de 6 ans. À 6 ans, j'ai fait la première brassière pour ma petite sœur, j'étais en CP. Ah bah, c'est un plaisir. Ça devient une drogue. Mon mari me dit ça devient une drogue. Hein? Je ne sais pas partir sans prendre mon tricot.
Chaussons, layettes ou couvertures, entre tricoteuses, on s'échange les idées et les bons tuyaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opus. Après, tu finis ton petit doigt, tu ramasses toutes tes mailles et tu montes. Oh, moi j'adore, c'est ça. Voilà. Le petit chat, moi il me plaît, le petit chat. Il irait bien avec ta souris. Oui, il irait bien avec ma petite souris. Au fil du temps, elles ont tissé des amitiés. Mais ce qui les lie au départ, c'est l'envie de tricoter pour les autres. C'est bon, Monique, ça? Numéro 2,5, 3. Christiane se charge de récupérer la laine en passant des annonces dans la presse locale. Quand j'ai fait la demande sur le Dauphiné, la semaine d'après, j'avais 1000 pelotes. Et c'est encore arrivé ce matin, j'ai 200 pelotes, un sac de 200 pelotes qui arrive. Mais bon, après, il y a un triage à faire. Hein. Il y a les souris, il y a les mythes, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Pour son association Les Amis sans frontières, Christiane a recruté une trentaine de tricoteuses régulières. Certaines sont trop âgées pour se déplacer. C'est elle qui va à leur rencontre. Oh, alors là, il faut faire des brassières avec ça. Simone a beau avoir 87 ans, pas question pour elle de rester les bras croisés. Mais il faut quand même penser à ceux qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont rien. Et quand on a du temps de libre, essayer de leur donner. Par notre travail, et puis ça m'occupe. En 2015, les tricoteuses solidaires ont distribué 3600 tricots aux associations humanitaires de Haute-Savoie. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames les tricoteuses. Qu'est-ce qu'elles nous amènent? Couverture bébé. Au Resto du Cœur, on attend la livraison hebdomadaire avec impatience. Les chandails, bonnets et autres vêtements d'hiver ne restent jamais longtemps, sans propriétaire. Je vous rappelle enfin le premier titre de cette édition des Alpes. La neige est toujours aussi rare en cette période. Elle fait l'objet de toutes les attentions dans les stations de ski qui en manquent et qui font tout pour l'économiser en attendant les prochaines chutes de neige. La météo, justement, il va en être question dans quelques minutes, juste après.